Il était un peu plus de 8 heures du matin lorsque le nouveau facteur de Willow Creek Street s'arrêta devant le numéro 47. La pelouse était parfaitement tondue, le porche balayé, et une douce musique gospel s'échappait d'une vieille radio à l'intérieur. Tout semblait paisible, presque trop paisible. Puis il sentit une odeur âcre, écœurante, comme celle des fruits pourris et de l'eau de javel. Il recula, le nez plissé. Ce n'était pas seulement un animal mort. C'était pire. À côté, Bernadette Lawson arrosait ses bégonias lorsqu'elle remarqua Helen Guthrie, qui frottait le perron avec un seau d'eau de javel et des gants jaunes. « Ces fichus ratons laveurs !» marmonna Helen lorsque Bernie lui demanda ce qu'elle faisait. « Ils n'arrêtent pas de mourir sous mon porche. » Mais les ratons laveurs ne laissaient pas une telle odeur. Helen Guthrie avait 73 ans. Elle était veuve, gentille. Elle apportait des plats cuisinés aux événements organisés par l'Église et citait les Écritures comme un prédicateur. Tout le monde l'appelait Granny Helen. Elle ouvrait sa maison à ceux qui n'avaient nulle part où aller. Mais derrière ses robes à fleurs et son sourire angélique, quelque chose pourrissait, littéralement. Lorsque le détective Marcus Ellison a reçu un appel d'un travailleur social inquiet, il ne s'attendait pas à découvrir le secret le plus sombre que Willow Creek ait jamais caché, car ce qui se cachait sous les rosiers d'Hélène allait tout changer. Ne manquez pas ce que les autres négligent. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez une communauté qui dévoile la vérité derrière les portes closes. Chaque semaine, de nouvelles histoires effrayantes, des affaires réelles, des victimes réelles, une justice réelle. Cliquez sur la cloche pour être le premier informé, car parfois, les secrets les plus effrayants se cachent à la vue de tous. Helen Ruth Guthrie est née en 1920 à Shreveport, en Louisiane, dans une famille calme et profondément religieuse. Cadette d'une fratrie de 6 enfants, Helen était connue pour être la plus douce, toujours attentive et à l'écoute. Sa mère est décédée jeune, et son père, un prédicateur itinérant, a élevé ses enfants selon un code moral strict et une obsession de la propreté qui marquera Helen toute sa vie. À 22 ans, elle a épousé Thomas Guthrie, un pasteur méthodiste de 15 ans son aîné. Ensemble, ils ont emménagé dans une modeste maison à 2 étages sur Willow Creek Street, où Thomas dirigeait la congrégation locale et où Helen est devenue la parfaite épouse de pasteur. Gentille, obéissante et infiniment généreuse. Elle cuisinait pour les funérailles, animait des groupes d'études bibliques et rendait visite aux malades. Tout le monde l'adorait. Mais la mort de Thomas en 1985 la changea. La maison devint trop calme, trop grande, trop vide. Elle la transforma donc en ce qu'elle appelait un foyer chrétien de rétablissement, un lieu d'accueil pour les personnes âgées ou mentalement vulnérables qui n'avaient nulle part où aller. Elle fit de la publicité dans les bulletins paroissiaux et les cliniques pour personnes défavorisées. Les résidents payaient une modeste contribution provenant principalement de leurs allocations sociales. En échange, ils recevaient des repas, un lit propre et la surveillance attentive d'Hélène. Elle dirigeait le foyer d'une voix douce, mais avec une discipline de fer. Les visiteurs remarquaient que la maison était toujours impeccable, pas seulement propre, aseptisée. L'odeur de l'eau de javel flottait dans l'air comme un parfum. Les chambres étaient fermées à clé, les fenêtres scellées. Personne ne pouvait utiliser le téléphone sans sa permission. Si un locataire manquait un repas, il ne mangeait pas avant l'heure prévue. Sans exception. Hélène disait à ses voisins qu'elle protégeait les personnes vulnérables du monde. Mais en réalité, elle protégeait son propre univers soigneusement organisé, où elle contrôlait chaque souffle à l'intérieur de ses murs. Bernadette Lawson, la voisine d'à côté, a été la première à remarquer les fissures. Elle connaissait Helen depuis 20 ans. Elles avaient l'habitude de s'asseoir sous le porche et de boire du thé glacé en été en parlant de leur mari et de l'Église. Mais ces dernières années, Bernie avait remarqué qu'Hélène devenait de plus en plus paranoïaque. Elle ne laissait plus personne entrer dans la maison. Elle avait installé des serrures supplémentaires. Elle gardait les rideaux tirés jour et nuit. Pourtant, Hélène continuait à soigner son apparence. À l'église, elle chantait les hymnes, les larmes aux yeux. Elle apportait des gâteaux à chaque événement.
Elle était si gentille que les gens avaient des caries rien qu'en étant près d'elle. Mais Bernie ne pouvait oublier les nouveaux locataires qui semblaient aller et venir comme des murmures. Ni les taches étranges sur l'allée d'Hélène, ni les sacs de ciment qu'elle avait vus être déchargés un mardi pluvieux. Et lorsque Bernie a finalement interrogé Hélène au sujet de toutes ces rumeurs, elle s'est contentée de sourire et de répondre « Les gens partent, c'est comme ça ». Personne ne savait combien de ces personnes avaient laissé tout ce qu'elles possédaient, à l'exception de leurs os, enterrés dans les parterres de fleurs d'Hélène. Après le décès de Thomas, Helen Guthrie a été confrontée à un silence qu'elle ne pouvait supporter. Pendant 40 ans, sa vie avait été rythmée par une routine bien établie, les sermons du dimanche, les repas partage, les visites à l'hôpital, les prières du soir. Thomas lui avait donné un but, et avec son absence, sa maison ressemblait à un musée d'une vie qui avait pris fin. Mais Hélène n'était pas du genre à rester les bras croisés dans son chagrin. Elle avait besoin de quelque chose de juste, quelque chose qui permettrait à son nom de rester vivant dans la communauté et à son esprit de ne pas sombrer. Elle trouva ce but dans le service, du moins, c'est ainsi qu'elle l'appelait. Au début, elle a fait du bénévolat à la banque alimentaire de l'église, puis dans une maison de retraite locale. Mais très vite, Hélène a été frustrée par le manque de contrôle. Les systèmes étaient défaillants, le personnel n'était pas formé, les patients étaient négligés. Elle a commencé à croire qu'elle seule pouvait offrir à ces personnes oubliées les soins qu'elles méritaient. C'est alors qu'elle a décidé d'ouvrir son propre foyer de rétablissement. Sans licence, sans réglementation, juste Helen, sa maison et sa façon de faire. Elle l'a appelé Guthrie Grace House, un nom qui sonnait chaleureux et rassurant. Elle l'a présenté comme une mission chrétienne. Dieu nous appelle à prendre soin des plus démunis. Elle a distribué des prospectus dans les laveries, les cliniques et les églises. Les locataires ont commencé à arriver petit à petit. Pour la plupart des personnes âgées, certaines souffrant de troubles mentaux, quelques-unes ayant des antécédents de toxicomanie. C'étaient des personnes invisibles, oubliées. Et pour Hélène, elles étaient comme de l'argile, attendant d'être modelées. Pour le monde extérieur, Hélène était une sainte. Elle cuisinait des repas maison, gérait les médicaments de tout le monde, dirigeait les prières du matin et conduisait les locataires chez le médecin. Elle accueillait tout le monde avec un doux « Que Dieu vous bénisse » et préparait des bars au citron tous les vendredis. Elle portait même son alliance, affirmant que l'esprit de Thomas guidait son travail. Mais derrière des portes closes, ses méthodes étaient étouffantes. Les locataires suivaient un emploi du temps strict. Petit déjeuner à 7 heures, douche à 9 heures, médicaments à midi, pas de télévision après 20 heures, pas d'appel, pas de visiteurs, aucune exception. S'ils désobéissaient, ils étaient réprimandés, non pas avec violence, mais avec le silence, la privation de repas ou l'enfermement. Hélène croyait qu'elle les aidait à trouver la discipline, l'ordre, la rédemption. Ce dont Hélène avait vraiment besoin, ce n'était pas la rédemption, mais le contrôle. Le contrôle de son environnement, de sa réputation et, plus sombrement, des personnes qui dépendaient d'elle. Leur vulnérabilité lui donnait du pouvoir. Leur obéissance nourrissait son orgueil. Leur présence remplissait ses couloirs vides et leur chèque mensuel permettait à la maison de fonctionner et à Hélène de garder la tête hors de l'eau. Elle a commencé à tenir des journaux. Chaque locataire avait un dossier détaillant ses habitudes, ses déclencheurs, ses médicaments et ses informations financières. Hélène gérait leur dépôt de sécurité sociale pour leur sécurité, affirmait-elle, payant leurs factures et achetant des fournitures en leur nom. Certains résidents ne savaient même pas combien d'argent ils étaient censés recevoir. D'autres étaient trop atteints mentalement pour le demander. Pour Hélène, ce n'était pas du vol, c'était de l'intendance. Elle peignait sa moralité dans des tons pastels, comme le papier peint à fleurs qui tapissait ses couloirs. Tant que les résidents étaient vêtus et nourris, tant que la maison était propre et calme, elle croyait accomplir l'œuvre du Seigneur, même si cela impliquait de contourner les règles ou de les enfreindre. Un soir, Helen se tenait à la fenêtre de sa cuisine,
regardant le soleil couchant teinté d'orange le jardin derrière la maison. Elle sirotait son thé sucré et murmurait « Ils sont mieux ici. Ils sont en sécurité. » Et d'une manière tordue, elle y croyait. Mais quelque chose en elle avait commencé à changer. Le stress lié au maintien de cette illusion devenait de plus en plus lourd. Ses règles sont devenues plus strictes, son regard plus vigilant. Les locataires qui devenaient perturbateurs, ceux qui posaient trop de questions, qui voulaient partir, qui se rapprochaient trop, semblaient disparaître silencieusement, sans fanfare. Les voisins ne remarquèrent rien. Le taux de rotation était élevé, mais c'était normal dans ce genre de logement. Bernie demanda une fois des nouvelles d'un vieil homme adorable nommé Monsieur McKinney. Hélène sourit et répondit « Il a emménagé avec sa fille à Atlanta. » Elle brandit même une fausse carte postale qu'elle prétendait avoir reçue de lui. Mais en réalité, le désir d'Hélène de rendre service s'était transformé en quelque chose de plus sombre, une obsession de préserver son sanctuaire à tout prix. Au fil des ans, le jardin à l'arrière est devenu plus luxuriant, les fleurs plus éclatantes. Car Hélène avait trouvé un moyen d'enterrer ses problèmes, littéralement. Et personne, ni l'église, ni les voisins, ni la ville, n'était prêt à découvrir ce qui allait être déterré sous ce charme sudiste. Les choses ont commencé à se dévoiler avec l'arrivée d'Elaine Robbins. Hélène avait 67 ans, elle parlait doucement et venait de sortir d'un établissement psychiatrique. Sa seule famille était une nièce au Texas qui ne lui avait pas parlé depuis des années. Lorsqu'elle est arrivée à Guthrie Grace House, elle n'avait qu'une valise, une Bible usée et un sac de matériel de tricot. Hélène l'a accueillie à bras ouverts, lui a présenté les autres résidents et a immédiatement pris le contrôle de ses médicaments et de ses finances. Comme les autres, Hélène a signé les documents préparés par Hélène, lui remettant ses chèques de sécurité sociale et ses dossiers médicaux. Mais Hélène était différente. Elle restait dans son coin mais observait tout. Elle remarqua que les serrures des portes étaient changées régulièrement et qu'Hélène récupérait toujours le courrier, avant tout le monde. Elle demanda pourquoi personne n'avait le droit de recevoir de visite, ni pourquoi elle ne pouvait pas passer un coup de fil. Hélène posait alors doucement une main sur son épaule et lui disait « Tu es en sécurité ici, ma chérie. Ne t'inquiète pas pour le monde extérieur. Il ne s'est jamais soucié de toi de toute façon. » Hélène ne discutait pas. Pas au début, mais au bout de quelques semaines, elle commença à tenir un petit carnet. Elle y notait les heures, les noms, les comportements. Elle nota la disparition de Walter McKinney, parti pendant la nuit sans dire au revoir. Elle entendit Hélène dire à un autre résident que Walter avait rechuté et avait été renvoyé en cure de désintoxication. Mais Hélène savait que Walter était sobre. Il en était fier. Quand Hélène posait des questions sur Walter, Hélène changeait d'attitude. Son sourire se crispait, ses mots étaient secs. « Cela ne te regarde pas, ma chère. » Hélène sentit les murs se refermer sur elle. À peu près à la même époque, l'atmosphère de la maison changea. Hélène devint plus rigide. Elle commença à imposer de nouvelles règles. Les résidents devaient rester dans leur chambre. Après 20 heures, il n'y avait plus de repas en commun et tous les médicaments devaient être pris sous surveillance. Le sentiment d'être chez soi s'estompa pour laisser place à quelque chose de plus froid, de plus clinique, de contrôlé. Puis vint l'odeur. Elle était d'abord légère, près du porche arrière. Hélène prétendait qu'elle provenait d'un raton laveur mort sous le vide sanitaire. Elle appelait cela les inconvénients de la nature, mais l'odeur persistait. Elle s'intensifiait, et personne n'avait jamais vu de dératiseur à la maison. Bernadette Lawson l'a remarqué aussi. Depuis la fenêtre de sa cuisine, elle observait Hélène, tôt le matin, vêtue de ses habits du dimanche, avec un arrosoir et des gants, en train de verser un liquide épais et blanc sur les parterres de fleurs, de la chaux. Bernie avait grandi dans une ferme, elle connaissait l'odeur de la mort qu'on masquait, elle en parla à son mari, puis elle en parla au pasteur. Mais personne ne voulait remettre en question Hélène Guthrie. Pas la douce et généreuse Hélène. Elle vieillit, c'est tout, disait-il. Elle est probablement débordée. Pendant ce temps, Hélène avait atteint un point de rupture. Un soir, après l'extinction des feux, elle se glissa dans la buanderie et utilisa le téléphone de la maison, ce qui était strictement interdit.
Elle appela le 411 et demanda le numéro des services sociaux locaux. Elle laissa un message, haletante et tremblante, les avertissant que quelque chose n'allait pas à Guthrie Grace House. Elle n'avait aucune preuve, seulement son instinct et un cahier rempli d'observations. Le lendemain, une assistante sociale nommée Cynthia Morales arriva à l'improviste. Hélène l'accueillit à la porte avec son charme habituel. « Oh, bien sûr, entrez. Je faisais justement la cuisine. » Cynthia était professionnelle et calme. Elle posa des questions sur les soins prodigués aux résidents, la gestion médicale et les règles de visite. Hélène répondit sans faute, presque trop parfaitement. Elle lui fit faire une brève visite. Des drapeaux propres, des placards bien remplis, des résidents souriants. Personne ne dit plus de 2 mots. Cynthia demanda à parler à Hélène seule. Hélène hésita, puis accepta. Dans une conversation chuchotée dans le jardin, Hélène tendit le cahier à Cynthia. « S'il vous plaît », murmura-t-elle en jetant un regard vers la maison. « Renseignez-vous sur Walter. Il n'est jamais parti. » Cynthia promit qu'elle le ferait. Cette nuit-là, Hélène fouilla la chambre d'Hélène. Elle trouva le 2e carnet, celui qu'Hélène cachait sous son matelas, et le brûla dans la cheminée. Elle ne dit pas un mot le lendemain. Mais Hélène remarqua que ses médicaments avaient un goût différent. Elle devint somnolente, confuse, puis elle disparut. Hélène dit aux résidents que la nièce d'Hélène était venue la chercher. Elle organisa même une cérémonie de prière en sa mémoire, comme si Hélène était partie pour un monde meilleur. Mais Bernie avait vu Hélène ce matin-là, traînant quelque chose enveloppé dans une bâche à travers la cour. Et cette odeur, elle ne s'était jamais dissipée. Le détective Marcus Ellison ne répondait généralement pas aux appels concernant des personnes disparues, sauf s'il s'agissait d'enfants ou d'un acte criminel. Mais il y avait quelque chose dans la voix de Cynthia Morales, tendue, pressante, à bout, qui le poussa à se rendre directement à Willow Creek Street en cette matinée humide de juillet. Cynthia l'attendait devant la maison. Elle ne voulait pas entrer. « Il y a quelque chose qui cloche ici », dit-elle doucement. « J'ai travaillé dans beaucoup d'établissements. Celui-ci me semble faux, comme un décor. Tout le monde joue la comédie. » Ellison n'avait pas besoin d'être convaincu. Dès qu'il franchit le seuil, il fut frappé par une odeur âcre, un mélange de fleurs artificielles et de quelque chose de plus sombre, d'acide, de l'eau de Javel sans doute. Mais en dessous, la décomposition. Hélène l'accueillit vêtue d'un cardigan couleur pêche et de boucles d'oreilles en perles. Son sourire était doux, étudié. « Inspecteur, bon sang, quelle surprise !» Il se présenta et demanda s'il pouvait jeter un œil. Hélène hésita juste assez longtemps pour qu'il s'en aperçoive. Puis elle s'écarta. « Bien sûr, je vous en prie. Vous verrez que tout est très propre ici. » La maison était impeccable, presque artificiellement propre. Tout était aligné. Les coussins étaient bien gonflés, les coins dépoussiérés, même les poubelles étaient vides. Mais le silence était inquiétant. Pas de rire, pas de bruit de fond. Seule une douce musique gospel provenait d'un disque dans le salon. Ellison remarqua que les portes de certaines pièces étaient cadenassées. Hélène expliqua « Certains résidents ont tendance à errer, c'est pour leur propre sécurité. » Il acquiesça, mais n'y crut pas. Quand il a demandé des nouvelles d'Hélène Robbins, le ton d'Hélène a changé, devenant doux et triste. Oh, la douce Hélène! Sa nièce est venue la chercher. La pauvre était confuse. Elle disait qu'elle voulait rentrer chez elle. Cynthia a chuchoté derrière lui. Hélène n'avait plus de famille. Cela lui suffit. Ellison demanda la permission d'inspecter le jardin. Hélène tenta de les diriger vers le porche. « Vous ne préférez pas un verre de thé glacé, inspecteur? Il fait chaud dehors. » Mais il se dirigeait déjà vers la porte arrière. L'odeur s'intensifia. Elle imprégnait le bois, la terre, les murs. Le jardin était charmant. Des rosiers, des statues d'anges, un chemin pavé. Mais un coin près de la clôture avait manifestement été fouillé. La terre était trop fraîche, trop meuble. Un nain de jardin trônait sur le monticule, telle une tombe rudimentaire. Ellison appela une équipe médico-légale. Hélène se tenait près du porche, les mains jointes, le visage impassible. Lorsque la première pelle heurta quelque chose de mou, un silence s'abattit sur la cour. Les agents s'arrêtèrent
échangèrent des regards, puis creusèrent plus profondément. Puis ils trouvèrent du tissu, du plastique, de la chair, un sac poubelle noir. À l'intérieur, le corps d'une femme âgée, recroquevillée comme un enfant, encore vêtu de chaussettes d'hôpital. Le sac était à peine fermé. Celui qui l'avait enterré n'avait pas pris la peine de le cacher. Hélène eut le souffle coupé et porta une main à sa poitrine. « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?» Mais sa voix ne tremblait pas. Elle ne versait pas une larme. Ellison ordonna de sécuriser la zone et appela une équipe complète pour procéder à l'exhumation. De retour à l'intérieur, Hélène était assise en silence, sirotant une tasse de thé ébréchée. « Tout cela est une terrible erreur, » murmura-t-elle. « Je n'ai toujours cherché qu'à aider les gens. Le monde est si cruel, et ces pauvres âmes n'avaient nulle part où aller. » Il lui posa des questions sur Walter McKinney. Hélène cligna lentement des yeux. « Il est parti. Il y a plusieurs mois. Il est allé en cure de désintoxication, je crois. » Il n'y avait aucune trace de cela. Le lendemain matin, sous la supervision du médecin légiste et des techniciens de la police scientifique, ils commencèrent à creuser. Ils trouvèrent 2 autres corps ce jour-là. Tous étaient des personnes âgées. Tous étaient enveloppés dans du plastique et enterrés dans les parterres de fleurs sous plusieurs couches de chaux et de ciment. L'un d'eux tenait un chapelet entre ses doigts squelettiques. Un autre avait les poignets entourés de rubans adhésifs. À la tombée de la nuit, la rue autrefois tranquille était remplie de voitures de police, de fourgons, de journalistes et de voisins horrifiés. Des hélicoptères survolaient les lieux. Les enfants étaient rentrés chez eux. Willow Creek n'était plus un endroit sûr. Hélène fut emmenée pour être interrogée, mais elle n'était pas encore en état d'arrestation. Elle resta calme et polie. « Je vais avoir besoin d'un pull », dit-elle, en nouant un foulard en soie autour de son cou, tandis qu'on l'escortait dehors. Bernie regardait par la fenêtre, tremblante. Elle agrippait le bord de l'évier et murmurait « Je le savais. Je savais que quelque chose n'allait pas. » De retour au poste, Ellison commença à relier les points. Il consulta les dossiers de la sécurité sociale, les rapports de personnes disparues, les registres de sortie d'hôpital. Le schéma était effrayant. Les résidents arrivaient, les chèques continuaient d'arriver, mais les gens disparaissaient. Et Hélène, elle avait encaissé tous les chèques, mais elle n'avait pas agi seule. Raymond Tucker, un ancien détenu devenu homme à tout faire, apparut sur les images de vidéosurveillance d'un distributeur automatique, retirant de l'argent avec des cartes enregistrées au nom des défunts. Interrogé, il craqua en quelques heures. Il dit que Hélène aidait les gens à faire la transition, qu'elle était un ange pour les oublier. Il admit avoir creusé des trous, mais je n'ai jamais demandé pourquoi. Ellison le fixa, stupéfait. Vous n'avez pas pensé à demander pourquoi vous enterriez des corps? Raymond a simplement haussé les épaules. Elle disait que c'était mieux ainsi. Cette nuit-là, Hélène est restée assise dans la salle d'interrogatoire pendant 4 heures, sans dire un mot. Elle a juste bu de l'eau et fixé le mur. Finalement, elle a prononcé une seule phrase. Ils étaient déjà perdus. Je me suis juste assuré qu'ils aient un endroit où reposer. Et le lendemain, elle avait disparu. La nouvelle des tombes dans le jardin du 47 Willow Creek Street se répandit comme une traînée de poudre. En quelques heures, l'histoire passa des journaux locaux aux gros titres nationaux. Les journalistes campèrent devant le périmètre délimité par du ruban jaune, prêts à tout pour apercevoir la grand-mère pieuse devenue tueuse en série. Le quartier, autrefois connu pour ses pelouses bien entretenues et ses drapeaux sur les porches, était désormais plongé dans le silence et la honte. Personne ne savait quoi dire. Certains voisins refusaient de parler à la presse. D'autres pleuraient ouvertement sur les trottoirs. Les enfants étaient gardés à l'intérieur. Ce dimanche-là, les offices religieux étaient remplis de prières, de confusion et de voix tremblantes. Elle s'asseyait dans ce banc chaque semaine, murmura le pasteur Roland à un journaliste. Chaque semaine. Avec sa Bible, ses biscuits au citron, elle serrait ma femme dans ses bras après l'office. Elle bénissait mon enfant. Bernadette Lawson, qui considérait autrefois Hélène comme une amie, ne pouvait pas dormir. L'image d'Hélène traînant cette bâche la hantait encore. L'odeur, mon Dieu, cette odeur, ne l'avait jamais quittée.
Elle a accordé une brève interview derrière sa porte moustiquaire, les larmes aux yeux. Elle nous a trompés. Tous. J'ai l'impression d'avoir laissé tomber ces pauvres gens. Pour les familles des victimes, l'impact était beaucoup plus intime et dévastateur. Maria, la nièce de Walter McKinney, s'était demandé pendant des années où il était passé. L'hôpital des anciens combattants avait dit qu'il était sorti. Elle avait signalé sa disparition. Mais personne n'avait donné suite. Lorsque la police l'a appelé pour l'informer que ses restes avaient été identifiés dans le jardin d'Hélène, elle s'est effondrée dans sa cuisine. « C'était un homme bon », a-t-elle déclaré à un journaliste quelques jours plus tard. Il a survécu à la guerre, il s'est battu pour se désintoxiquer, il voulait juste trouver la paix, et elle la lui a enlevée. Le cas d'Hélène Robbins a particulièrement touché le public. Ces notes, retrouvées en morceaux dans le jardin et dans le bureau de Cynthia Morales, brossaient le portrait obsédant d'une femme qui avait vu le mal et avait tenté de l'arrêter. Dans les semaines qui ont suivi la découverte, les forums en ligne ont été inondés de messages qualifiant Hélène de héroïne. Elle a tout documenté, a déclaré Cynthia dans une interview télévisée. Elle savait qu'il se passait quelque chose de terrible. Elle n'a simplement pas eu le temps de terminer son récit. Les résidents survivants de Guthrie Grace House ont été transférés vers d'autres établissements. La plupart étaient confus, effrayés. Certains pensaient qu'Hélène viendrait les chercher. D'autres ne parlaient plus du tout. Le ministère de la Santé a ouvert une enquête approfondie sur les failles dans l'octroi des licences et la fraude dans les soins aux personnes âgées. Et en quelques semaines, une loi d'urgence a été proposée au Sénat de l'État. Le détective Marcus Ellison, bien que félicité pour avoir mené l'enquête, portait un poids qui ne le quittait pas. Elle ne se comportait pas comme une meurtrière, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. C'est ce qui rendait tout cela si terrifiant. Elle était chaleureuse, calme, polie, tout ce qui nous apprend à faire confiance. Et pourtant, 7 corps avaient été exhumés. 7 noms. 7 histoires, toutes réduites au silence. Le profil psychologique d'Hélène Guthrie est rapidement devenu un sujet de fascination. Les psychologues criminologues la décrivaient comme une narcissique typique avec des tendances sociopathiques. Son calme lors des interrogatoires, ses routines rigides, sa conviction qu'elle agissait par pitié, tout indiquait qu'elle était une prédatrice profondément perturbée et très fonctionnelle. Mais cela ne réconfortait en rien les proches des victimes. Dans un moment particulièrement déchirant, la fille d'Hélène Robbins, qui n'avait pas parlé à sa mère depuis des années en raison de vieilles blessures et de malentendus, est venue du Texas pour réclamer le corps. À la morgue, elle s'est effondrée à genoux et a pleuré, serrant un foulard qui avait appartenu à Hélène. « Je pensais qu'elle ne voulait pas de moi dans sa vie. » sanglotait-elle. Je pensais qu'elle était partie de son plein gré. Mais ce n'était pas le cas. Elle était piégée. À travers tout le pays, le visage d'Hélène est devenu un symbole. Même, gros titres de tabloïds, blagues dans les émissions de fin de soirée. La mamie tueuse, l'ange de la mort en perles. Sa photo d'identité judiciaire stoïque, impassible, était affichée sur tous les écrans. Mais dans les maisons tranquilles des familles des victimes, il n'y avait rien d'amusant. Ils pleuraient les anniversaires manqués, les lettres restées sans réponse, les appels téléphoniques jamais retournés. Ils allumaient des bougies et fouillaient dans de vieux albums photos. Ils posaient des questions dont ils savaient qu'elles resteraient sans réponse. Pourquoi? Pourquoi eux? Pourquoi elle? Pendant ce temps, Hélène Guthrie était assise dans une cellule du comté, en attente de son inculpation officielle. Elle refusait toute visite, elle refusait toute interview, elle refusait de parler à quiconque, sauf à son avocat. Elle écrivait des versets de la Bible sur les murs avec des bouts de crayon, fredonnant des hymnes à voix basse. Lorsqu'on lui a demandé si elle éprouvait des remords, elle aurait répondu « Ils étaient déjà oubliés. Je les ai juste aidés à reposer en paix. » Cette simple phrase a suffi à faire frissonner toute la salle d'audience lorsqu'elle a été lue à haute voix lors de sa comparution. Raymond Tucker, son ancien assistant, était accusé de complicité de dissimulation d'un crime et de fraude financière. Il a plaidé coupable
et a témoigné contre elle en échange d'une réduction de peine. Ses aveux ont présenté Hélène comme le cerveau derrière chaque enterrement, chaque signature falsifiée, chaque locataire réduit au silence. Elle disait que c'était la volonté de Dieu, a-t-il déclaré au jury. Elle disait qu'ils étaient mieux morts. À l'extérieur du tribunal, des manifestants se sont rassemblés avec des pancartes « Justice pour Walter »,« Hélène a essayé de nous avertir »,« Plus jamais dames oubliées ». Cette affaire ne concernait pas seulement une femme. Elle était devenue un jugement sur la façon dont la société traite ces personnes âgées, ces malades mentaux, ces pauvres, sur le fait que les prédateurs ne ressemblent pas toujours à des monstres. Parfois, ils vous apportent des biscuits et vous enterrent avec soin. Si cette histoire vous touche déjà, que ce soit par la colère, l'incrédulité ou la tristesse, prenez un moment pour réfléchir. Cliquez sur « J'aime » pour montrer que ces voix comptent. Et dites-nous dans les commentaires, qu'auriez-vous fait si Hélène avait été votre voisine? Votre voix permet de garder leur mémoire vivante. 3 jours après la comparution d'Hélène Guthrie, le détective Marcus Ellison est retourné au 47 Willow Creek Street, désormais dépouillé de son charme et entouré de rubans de scènes de crime. Les nains de jardin avaient été emballés comme preuve. Les rosiers étaient fanés. Le porche, autrefois immaculé, était taché d'empreintes de bottes boueuses et marqué par l'attention des médias. Ils n'étaient pas là pour regarder, mais pour comprendre. Lors de la première perquisition, les agents avaient manqué un vide sanitaire caché sous la maison. Il était scellé, derrière un panneau mal fixé dans la buanderie, recouvert d'étagères et de bouteilles de lessive. Un appel anonyme, probablement provenant d'un des résidents survivants, ramena Ellison sur les lieux. À l'intérieur, ils trouvèrent des boîtes scellées, étiquetées de l'écriture cursive soignée d'Hélène. Chaque boîte était marquée d'initiales et de dates. À l'intérieur se trouvaient des effets personnels, portefeuille, carte d'identité, ordonnances, vieilles photos. Une boîte contenait un collier gravé « À maman, avec tout mon amour, Jérémie ». Une autre contenait un dentier et un mot croisé à moitié terminé. Mais c'est le registre qui a tout changé. Relié dans un cuir bleu délavé, le livre répertoriait tous les résidents qui étaient repassés par la Guthrie Grace House au cours des 8 dernières années. À côté de chaque nom, Hélène avait inscrit la date d'arrivée, la date de départ et des notes détaillées, médicaments, comportements, comptes bancaires, voire numéro de sécurité sociale. Puis venaient les montants en dollars. Chaque entrée se terminait par un chiffre écrit à l'encre rouge. Revenus mensuels, prestations sociales, parfois des sommes forfaitaires après un décès. Les totaux étaient effrayants. Dans certains cas, l'argent continuait d'être perçu plusieurs mois après le départ supposé du résident. Hélène ne se contentait pas d'offrir un refuge. Elle dirigeait une machine, un système d'exploitation méticuleux et autofinancé, déguisé en œuvre caritative. Un nom a attiré l'attention d'Ellison, James Tully. Il n'y avait aucune déclaration de disparition le concernant, aucune trace d'un corps, juste une ligne écrite de la main d'Hélène, est devenue agitée, a menacé de partir, calmée avec des médicaments, transférée entre les mains de Dieu. Date 3 avril 1991. C'était plus de 2 ans avant l'enquête. L'équipe retourna dans le jardin avec une nouvelle urgence. Un chien spécialisé dans la recherche de cadavres renifla autour d'une dalle de béton près de la clôture arrière, que l'on pensait auparavant être une extension du patio. En dessous, ils trouvèrent des restes humains, des os enveloppés dans du lin, étiquetés avec les initiales JT sur un morceau de ruban adhésif en décomposition. James Tully n'était pas censé être retrouvé. Cette découverte a bouleversé l'affaire. Le nombre initial de 7 victimes est passé à 8. Les enquêteurs soupçonnaient désormais que ce nombre pourrait être encore plus élevé. Les propres notes d'Hélène suggéraient que jusqu'à 15 personnes s'étaient rendues chez elle et n'en étaient jamais reparties, sans qu'on sache où elles se trouvaient. Cette révélation a déclenché une deuxième vague d'attention médiatique. Les camions de télévision sont revenus, les chaînes nationales ont envoyé des présentateurs se poster devant la Maison Blanche délabrée pour faire le point sur la situation d'un ton grave.
des experts comptables judiciaires ont examiné les finances d'Hélène. Ses relevés bancaires montraient des dépôts réguliers sur plusieurs comptes, habilement répartis juste en dessous des seuils de déclaration à l'IRS. Elle avait acheté des certificats de dépôt sous des pseudonymes. Elle avait même investi dans une petite concession funéraire à l'extérieur de Lafayette sous un faux nom. Elle n'était pas seulement dangereuse, a déclaré Ellison à la presse. Elle était délibérée, calculatrice. Elle avait planifié chaque détail. L'une des révélations les plus choquantes est venue d'un simple coup de téléphone. Un homme nommé Eugene Harris a contacté la police après avoir vu la photo d'Hélène à la télévision. Il a affirmé qu'elle s'était présentée à lui sous le nom de Sœur Ruth en 1988 dans un refuge du centre-ville. Il se souvenait bien d'elle car elle lui avait posé des questions inhabituelles, non pas sur sa foi ou ses difficultés, mais sur sa pension militaire. Elle m'a dit qu'elle dirigeait un foyer pour des hommes comme moi. Je me suis méfié. Elle est devenue très insistante lorsque j'ai posé trop de questions. Il n'y est jamais allé. Ellison a recoupé cette histoire avec d'anciens registres du refuge. Elle y figurait bien, inscrite comme visiteuse en 1988 sous le nom de Ruth H. Lancaster, se présentant comme conseillère religieuse. Le schéma était clair. Hélène utilisait la religion, la chaleur humaine et son énergie maternelle comme appât. Elle trouvait ceux que la société avait rejetés, des vétérans, des toxicomanes, des personnes âgées sans famille, et leur donnait le sentiment d'être vues, en sécurité, aimées, puis elle les effaçait. La dernière pièce du puzzle est venue de Raymond Tucker. Lors d'un deuxième entretien, plus bouleversé maintenant que le poids des crimes d'Hélène était rendu public, Raymond a admis qu'elle lui avait un jour demandé s'il savait comment falsifier un certificat de décès. Elle m'a dit « Parfois, Dieu emporte les gens avant que l'État ne puisse les rattraper. Nous devons juste aider à remplir les papiers. » Je pensais qu'elle plaisantait. Elle ne plaisantait pas. Les registres indiquaient qu'au moins 3 de ses résidents décédés n'avaient jamais été officiellement déclarés morts. Pas de funérailles, pas de rapport du médecin légiste. Pas d'avis de décès, juste des disparitions silencieuses. La façade d'Hélène Guthrie, la veuve éplorée, l'ange de la miséricorde, la femme aux barres au citron et aux livres de cantiques, avait disparu. À sa place se tenait une prédatrice en couleur pastel, dont les crimes n'étaient pas cachés par la force, mais par la confiance. Et cette confiance avait été utilisée comme une arme. À présent, Ellison et son équipe étaient confrontés à une nouvelle question. Jusqu'où s'étendait l'influence d'Hélène? Car les boîtes trouvées sous sa maison laissaient entrevoir quelque chose de plus profond, de plus terrifiant. Hélène n'avait pas tué pour survivre. Elle avait tué pour bâtir un royaume du silence. Le détective Marcus Ellison était assis dans son bureau tard dans la nuit, le registre ouvert devant lui. Les noms se confondaient, tant d'âmes oubliées, réduites à des lignes de données écrites de la main méticuleuse d'Hélène. Il passa son doigt sur la dernière colonne, les montants. Elle avait tiré profit de chacun d'entre eux. Mais une question plus profonde le hantait. Comment avait-elle pu s'en tirer aussi longtemps? La réponse n'était pas simple. Hélène Guthrie avait maîtrisé l'art de la manipulation. Son monde entier était une mise en scène soigneusement orchestrée. Elle cuisinait pour l'église, faisait des gâteaux pour les funérailles, chantait dans la chorale. Sa réputation était son armure, et personne ne remettait en question cette petite vieille dame aux mains douces et au regard bienveillant. Mais maintenant, la vérité avait fait surface, et il était temps de tout dévoiler. Ellison s'est tourné vers la seule personne qui pouvait encore détenir des pièces du puzzle. Cynthia Morales, l'assistante sociale qui avait donné l'alerte. Elle avait plus que de simples soupçons, elle avait des preuves, des conversations, un dossier contenant les notes qu'Hélène Robbins lui avait envoyées avant de disparaître. Avec son aide, Ellison a commencé à reconstituer la chronologie des événements, en faisant correspondre chaque résident du registre à sa date de disparition. Puis est arrivé l'appel qui a fait basculer l'enquête. Samantha Price, une journaliste indépendante spécialisée dans les affaires classées, suivait l'affaire depuis le début.
elle demanda à rencontrer Ellison, affirmant avoir découvert quelque chose que personne d'autre n'avait trouvé. Ils se retrouvèrent dans un restaurant juste à l'extérieur de la ville. Samantha posa un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient des photocopies de documents juridiques datant des années 1960 et 1970, des accusations de fraude, des chèques sans provision et même un casier judiciaire. Le nom? Ruth H. Lancaster, le pseudonyme utilisé par Helen lorsqu'elle vivait dans le Missouri, bien avant de s'installer en Louisiane. « Elle n'est pas celle que vous croyez », a déclaré Samantha. « Elle fait ça depuis longtemps. Elle change de nom, mais le schéma reste le même. » Sous cette identité, Helen tenait une pension pour anciens combattants à Saint-Louis. 2 d'entre eux avaient été portés disparus. L'enquête n'avait abouti à rien. Mais Samantha avait retrouvé l'un des enquêteurs qui s'était occupé de ses affaires, aujourd'hui à la retraite et vivant dans l'Ohio. Il se souvenait bien de Ruth. Il disait qu'elle avait le don de faire passer tout le monde pour des idiots lorsqu'on la questionnait. C'était le genre de femme à préparer une tarte pour le shérif et à appeler ça « la grâce sous le feu ». Rien n'avait jamais été prouvé. Les disparitions avaient été attribuées à un comportement erratique. Mais aujourd'hui, avec un nombre de victimes en augmentation et une série de faux documents, le château de cartes s'effondrait. De retour à Lafayette, Ellison fit part de ses nouvelles découvertes au bureau du procureur. Celui-ci réagit rapidement et élargit l'enquête au niveau fédéral. Ce qui avait commencé comme une affaire d'État concernant des abus sur des personnes âgées était désormais une enquête multi-juridictionnelle impliquant le FBI et le ministère des Anciens Combattants. Et tandis que la machine judiciaire se mettait en marche, une autre personne est discrètement sortie de l'ombre, Laura Carmichael, la fille de l'une des premières victimes connues d'Helen. Son père, George Carmichael, était un postier à la retraite qui avait emménagé à Guthrie Grace House en 1997. Il n'avait jamais été officiellement porté disparu. Helen avait dit à Laura qu'il était mort paisiblement dans son sommeil et que, conformément à ses souhaits, son corps avait été incinéré en privé. Elle avait même donné à Laura une petite urne gravée des initiales de son père et lui avait proposé de prier avec elle. Mais Laura n'avait jamais vu de certificat de décès. Et maintenant, cette urne était posée sur sa cheminée, remplie non pas de cendres, mais de sable. Lorsque la nouvelle de l'existence du registre caché a été révélée, Laura a appelé la police. Elle a exigé que l'affaire de George soit rouverte. 2 jours plus tard, ses restes ont été identifiés dans le jardin d'Helen, enterrés sous un buisson d'hortensia. Cette révélation a dévasté Laura, mais elle a également déclenché quelque chose en elle. Le besoin de justice, non seulement pour son père, mais aussi pour toutes les voix réduites au silence sous le toit d'Helen. Elle s'est associée à Samantha Price, partageant des lettres, des documents financiers et même d'anciens messages vocaux d'Helen. Ensemble, elles ont aidé d'autres familles à se joindre à l'affaire. Un petit réseau s'est formé, composé d'enfants, de frères et sœurs et de voisins des défunts. Ils se sont baptisés The Forgotten 15, les 15 oubliés. Leurs efforts ont forcé la population à prendre conscience de la situation. Les mairies se sont remplies de résidents en colère qui exigeaient des comptes. Les chefs religieux ont présenté des excuses larmoyantes pour ne pas avoir remarqué les signes. Les législateurs de l'État ont présenté des projets de loi visant à renforcer la réglementation des maisons de retraite, les vérifications des antécédents et la surveillance financière. Pendant tout ce temps, Helen était assise dans une cellule de la prison du comté, griffonnant des vers sur des serviettes en papier qu'elle pliait en petits signes. Elle n'a jamais avoué. Elle ne s'est jamais excusée. Mais son silence était plus éloquent que n'importe quel sermon. Le détective Ellison, Cynthia Morales, Samantha Price et Laura Carmichael, des personnes qui ne s'étaient jamais rencontrées avant cette tempête, étaient devenus des alliés inattendus dans la lutte pour la vérité. Ensemble, ils ont reconstitué la chronologie des événements, vérifié les identités et dévoilé tous les mensonges qu'Helen n'avait jamais proférés. L'affaire qui la concernait ne portait plus seulement sur des cadavres enterrés. Il s'agissait de décennies de tromperies. Il s'agissait de vies volées, de dignités bafouées
et d'une femme qui avait utilisé la compassion comme camouflage. Et maintenant, pour la première fois depuis des décennies, la véritable Helen Guthrie était enfin visible. Le tribunal de Lafayette n'avait pas connu de procès aussi médiatisé depuis des décennies. Lorsque l'État a officiellement inculpé Helen Ruth Guthrie, la ville était en effervescence. 7 chefs d'accusation pour meurtre au premier degré. 9 chefs d'accusation pour fraude. Plusieurs chefs d'accusation pour maltraitance de personnes âgées, obstruction et complot. Le ministère public a laissé entendre que d'autres accusations pourraient être portées à mesure que de nouvelles victimes seraient identifiées. Dans la salle d'audience 3B, les murs semblaient se refermer, les journalistes se pressaient sur les bancs. Les familles des victimes serraient des mouchoirs et des photos. À l'extérieur, des manifestants brandissaient des pancartes réclamant justice. D'autres, incrédules, continuaient de défendre Helen, affirmant qu'il s'agissait d'un malentendu. C'était une aide-soignante, a déclaré un homme âgé à une équipe de télévision. Elle aidait les gens. Elle m'a aidé, mais les preuves disaient le contraire. Helen était assise à la table de la défense, vêtue d'un cardigan bleu pâle, ses cheveux blancs tirés en un chignon serré. Elle ne montrait aucune émotion, ni pendant les déclarations préliminaires, ni lorsque le procureur a lu les noms des victimes, ni lorsque les photos de ces parterres de fleurs ont été projetées sur les écrans de la salle d'audience. La procureure principale, Angela Middleton, a abordé l'affaire avec une concentration sans faille. Sa voix était tranchante. Son ton clair. Cette femme, a-t-elle déclaré en désignant Helen, a bâti une maison de prière autour d'un système de prédation. Elle s'en est prise aux personnes oubliées, malades et seules. Et lorsqu'elles ne lui étaient plus d'aucune utilité, elle les enterrait. Elle a présenté le grand livre, boîte après boîte de preuves, les témoignages des témoins et les relevés bancaires qui retraçaient des années de chèques falsifiés et de formulaires médicaux contrefaits. Le jury a entendu les médecins légistes qui ont décrit l'état des corps, enveloppés dans du plastique, drogués avec des sédatifs, en décomposition sous des dalles de béton. Raymond Tucker a été amené menotté, flanqué de Marshall. Il a avoué avoir creusé plusieurs tombes à la demande d'Helen, affirmant qu'elle lui avait dit que les résidents étaient morts dans leur sommeil et qu'il n'avait personne qui se souciait d'eux. « Je l'ai cru », a-t-il murmuré à la barre. « Elle m'a fait croire que c'était un acte de bonté. Je ne savais pas quoi faire d'autre. » Mais le tournant du procès a eu lieu lorsque Laura Carmichael a pris la parole. Elle était calme et posée jusqu'à ce qu'elle aperçoive Helen. Sa voix s'est alors mise à trembler. « Mon père, George, lui faisait confiance. Il la traitait d'ange », a déclaré Laura en agrippant le bord du podium. « Quand j'ai demandé un certificat de décès, elle m'a donné des excuses. Quand j'ai demandé ses affaires, elle m'a dit qu'elles avaient été données. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit qu'elle lui avait donné la paix. Mais ce n'est pas vrai. » Elle a marqué une pause, brandissant la petite urne remplie de sable. Elle m'a donné ça. Elle a dit que c'était ses cendres. Je l'ai cru. Pendant des années, j'ai pleuré un mensonge. Il n'y avait pas un œil sec dans la salle d'audience. Helen restait silencieuse, les yeux fixés au sol. Puis vint le témoignage du médecin légiste concernant Helen Robbins. Ces derniers jours, les changements de médicaments, les sédatifs. Les notes d'Helen furent présentées, montrant sa peur grandissante, la liste des noms, les heures et les dates. Son dernier message à Cynthia Morales résonna dans la salle. « Si quelque chose m'arrive, ne les laissez pas oublier. » Le jury ne l'oublia pas. Le détective Marcus Ellison fut le dernier à témoigner. Calme, réfléchi, maître de ses émotions. Il raconta la première fois où il était entré chez Helen, l'odeur, le silence, l'environnement contrôlé. Il décrivit le vide sanitaire, le registre et les calculs froids qui y figuraient. Une vie réduite à un nombre. « Ce qui me frappe, » a-t-il déclaré en regardant Helen droit dans les yeux, « c'est à quel point tout cela était banal. Elle n'avait pas besoin de crier, elle n'avait pas besoin d'une arme. Elle a souri, et ils l'ont suivie. Puis, elle les a fait disparaître. » Lors du contre-interrogatoire, la défense d'Helen a tenté de brosser un tableau de confusion et d'instabilité mentale. Elle a affirmé qu'Helen n'était pas dans son état normal, qu'elle souffrait d'une démence précoce, que son fanatisme religieux obscurcissait son jugement.
Mais les notes, les documents falsifiés, les registres financiers, tout témoignait d'une grande précision. Ce n'était pas une femme qui perdait la tête, c'était une femme qui contrôlait chaque détail. L'accusation a terminé. Lorsque le juge a demandé à Helen si elle souhaitait témoigner, elle s'est levée lentement et a refusé. Sa voix, pour la première fois depuis des semaines, a rompu le silence. « Je ne peux rien dire qui vous convaincra », a-t-elle murmuré. « Je voulais seulement la paix. Pour moi. Pour eux. » La salle d'audience a retenu son souffle. Puis vinrent les plaidoiries finales. Angela Middleton s'adressa une dernière fois au jury. « La paix, dit-elle, ne vient pas emballée dans des sacs poubelles. Elle ne vient pas enfouie sous des rosiers. Helen Guthrie n'a pas donné la paix à ses victimes. Elle leur a donné l'isolement, le silence, une tombe sans nom. » Le jury délibéra pendant 4 heures. Quand il revint, toute la salle se leva. Pour les 7 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, coupables. Pour tous les chefs d'accusation de fraude et de maltraitance de personnes âgées, coupables. Helen Guthrie n'a pas bronché. À l'extérieur du palais de justice, une foule s'était rassemblée. À mesure que la nouvelle se répandait, des acclamations ont éclaté. Les familles des victimes se sont embrassées. Des inconnus pleuraient ensemble. Une ville, autrefois en proie à l'horreur, trouvait enfin un moment de catharsis. Samantha Price, qui avait couvert le procès dans une chronique quotidienne, a écrit « Elle avait un visage aimable. Elle le portait si bien que même ses victimes lui souriaient. Mais aujourd'hui, la justice a arraché son masque. À l'intérieur, Helen a été emmenée en silence. Elle passera le reste de sa vie en prison, sans libération conditionnelle, sans visiteurs, sans parterre de fleurs, seulement le béton froid et son propre silence. Le dernier chapitre de Guthrie Grace House n'a pas été écrit avec du sang, mais dans les mémoires. Un rappel que parfois, les monstres les plus dangereux ne rugissent pas. Ils murmurent des prières. Dans les jours qui ont suivi la condamnation d'Helen Guthrie, Lafayette était une ville en transition, partagée entre le soulagement et le jugement. Les marches du palais de justice, autrefois envahies par les journalistes et les manifestants, étaient désormais désertes. Mais les répercussions émotionnelles se faisaient sentir dans chaque quartier, chaque église, chaque foyer. Les chaînes d'information locales ont diffusé des rétrospectives sur le procès, le qualifiant de « l'affaire qui a brisé la Bible Belt ». Les talk-shows nationaux ont disséqué le profil d'Helen, son histoire, son silence glaçant. Des podcasts consacrés aux crimes réels ont lancé des séries spéciales. Sa photo d'identité judiciaire, les lèvres pincées, le regard froid, circulaient partout, accompagnés de titres tels que « L'ange de la mort en cardigan » ou « Elle a tué avec gentillesse ». Mais pour ceux qui vivaient près d'elle, qui la connaissaient ou pensaient la connaître, la réaction était plus profonde, plus brute. Bernadette Lawson, qui était autrefois la voisine la plus proche d'Helen, a refusé toute interview après le verdict. Elle s'était brièvement exprimée pendant l'enquête, mais s'était depuis retirée de la vie publique. Selon sa nièce, Bernie a commencé une thérapie, aux prises avec des sentiments de culpabilité et de honte. Elle faisait confiance à Helen, a déclaré la nièce. Elle cuisinait avec elle, elle priait avec elle. Et maintenant, elle ne peut même plus regarder son propre jardin sans se demander « Ai-je manqué quelque chose ?» L'église où Helen a prié pendant plus de 3 décennies a organisé un service spécial le dimanche suivant le verdict. Le pasteur Roland s'est adressé à l'assemblée, les mains tremblantes. « Nous avons échoué », a-t-il admis. Pas seulement en tant qu'individu, mais en tant que communauté. Nous avons vu les signes, nous avons entendu les rumeurs, et nous avons préféré la politesse à la protection. Ce service a déclenché un large débat parmi les chefs religieux locaux. Comment une personne aussi profondément ancrée dans une communauté religieuse pouvait-elle commettre de telles atrocités? Comment personne n'était-il intervenu? Les églises de toute la région ont commencé à réévaluer leurs programmes d'aide et leurs relations avec les aidants privés. Mais nulle part, l'impact n'était plus palpable que parmi les familles des victimes. Laura Carmichael, qui s'était montrée forte pendant le procès, passa les semaines qui suivirent le verdict à rendre discrètement visite à d'autres familles.
Elle apporta des photos encadrées de leurs proches, des bougies et des messages écrits à la main. Elle aida à organiser une cérémonie commémorative privée dans le parc de la ville, où le nom de chaque victime fut lu à haute voix et où un petit ballon blanc fut lâché dans le ciel. « Il y a encore tant de noms que nous ne connaissons pas », a-t-elle déclaré lors de la cérémonie. « Mais aujourd'hui, nous nous souvenons de ceux que nous connaissons et nous promettons de ne jamais les oublier. » Cynthia Morales a assisté à cette cérémonie, debout à l'arrière, essuyant ses larmes. Elle n'avait pas pris la parole en public depuis la fin du procès, mais elle a ensuite accordé une interview à la Lafayette Gazette. « Eileen Robbins a sauvé des vies », a-t-elle déclaré. « Si elle n'avait pas parlé, si elle n'avait pas tout écrit, nous ne serions pas ici. Je n'ai pas seulement perdu une cliente, j'ai perdu une amie, une battante, quelqu'un que le monde a oublié jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Le détective Marcus Ellison a lui aussi ressenti le poids de la justice. Il a repris le travail le lendemain du verdict, refusant toute apparition dans les médias. Son capitaine l'a décrit comme concentré, mais plus calme, plus introspectif. Dans un rare moment d'ouverture, Ellison s'est exprimé lors d'une table ronde sur l'application de la loi quelques semaines plus tard. « Helen Guthrie n'a pas tué sous le coup de la rage », a-t-il déclaré à l'auditoire. « Elle a tué avec méthode, par routine, par contrôle. Et c'est pour cette raison qu'elle a réussi à passer entre les mailles du filet que nous aurions dû fermer. » Il a appelé à une meilleure formation, à une surveillance accrue et à une collaboration renforcée entre la police, les travailleurs sociaux et les professionnels de la santé. Pendant ce temps, la série d'enquêtes de Samantha Price, intitulée « Beneath the Garden » sous le jardin, est devenue l'un des reportages criminels les plus partagés de l'année. Elle mêlait des informations sur les audiences judiciaires et l'histoire personnelle des victimes, donnant ainsi un visage au nom. Elle humanisait les chiffres. Ce faisant, elle a relancé un débat culturel sur la manière dont la société traite ses membres les plus vulnérables. Un article était entièrement consacré à Walter McKinney, le vétéran qui avait survécu à la guerre, mais pas à l'hospitalité d'Helen. À partir de documents militaires et d'entretiens avec d'anciens amis, Samantha a reconstitué son histoire, celle d'un homme résilient, poète et d'une gentillesse discrète. Elle a publié l'une de ses lettres écrites dans un groupe de soutien « Je ne cherche pas de héros. Juste un peu de paix avant de partir ». Cet article est devenu viral. Des associations d'anciens combattants à travers le pays ont cité l'histoire de Walter dans des campagnes réclamant une meilleure protection du logement et un meilleur accès aux soins de santé mentale pour les militaires âgés. The Forgotten 15, le réseau de familles qui s'était formé pendant le procès, s'est transformé en groupe de défense des droits. Il a fait pression pour obtenir des réformes dans les domaines des soins aux personnes âgées, de la surveillance financière et de l'octroi de licences aux maisons de retraite privées. À la fin de l'année, la Louisiane a adopté la loi Elder Protection and Accountability Act, qui impose des inspections plus strictes et une meilleure protection des lanceurs d'alerte. Mais toutes les réactions n'ont pas été publiques. À l'intérieur de la prison, où Helen Guthrie résidait désormais, le personnel lui imposait le même traitement que tous les autres détenus. Un uniforme standard, un lit de camp, un numéro. Elle ne parlait pas. Elle ne pleurait pas. Elle ne priait pas à voix haute. Elle se contentait de regarder, d'observer, comme elle l'avait toujours fait. Selon un gardien, Hélène aurait murmuré lors d'une inspection des cellules. « Cet endroit est calme. Je l'aime bien. » Son silence, qui était autrefois sa plus grande arme, était désormais tout ce qui lui restait. Elle ne recevait aucune visite. Son courrier restait fermé. Elle était seule, et pourtant, elle restait rebelle. Lors d'une évaluation psychologique interne, lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle pensait que personne ne la remettait en question, elle aurait répondu « Les gens voient ce qu'ils veulent voir, et ils voulaient voir une sauveuse. » Mais le monde voyait désormais la vérité. Il voyait Hélène, Walter, George, Léona, et tous les autres dont les noms étaient encore inconnus, mais dont on se souvenait et qu'on honorait. Le jardin avait disparu.
La maison avait été vendue à un promoteur immobilier. Ses fondations avaient été démolies, le sol creusé en profondeur et analysé. Il ne restait plus rien de la Guthrie Grace House, à part une plaque apposée par la ville, sur laquelle étaient gravés les noms des victimes connues et les mots suivants: « À la mémoire de ceux qui n'ont pas été entendus. Nous vous entendons maintenant. » Lafayette avait changé. Le pays avait changé. Et même si les blessures étaient profondes, la vérité avait pris racine dans un sol autrefois imprégné de silence. L'affaire Helen Guthrie a laissé plus que des cicatrices aux familles qui ont perdu des êtres chers. Elle a laissé une question permanente en suspens. Comment avons-nous pu laisser cela se produire? Dans le calme qui a suivi, Lafayette est devenue le miroir d'une vérité beaucoup plus large. Hélène ne se cachait pas dans l'ombre, elle n'opérait pas dans des ruelles secrètes ou des entrepôts abandonnés. Elle évoluait parmi les gens. Elle était admirée, respectée, voire aimée. Et c'est précisément cette confiance, si facilement gagnée et stratégiquement protégée, qui lui a permis de bâtir un empire du silence. Cette tragédie a révélé une réalité effrayante. Le mal ne se présente pas toujours sous les traits d'un monstre. Parfois, il sourit, prépare des bars au citron et cite les Écritures. Parfois, il porte un cardigan et vous appelle « mon cœur ». La leçon à tirer n'est pas une question de sang ou d'horreur, mais de perception. Elle concerne les angles morts créés par le charme, l'âge, le genre et la foi. Helen Guthrie a utilisé la gentillesse comme une arme. Elle comprenait les systèmes censés protéger les personnes vulnérables, comment des travailleurs sociaux surchargés pouvaient passer à côté d'un signal d'alarme, comment des services sous-financés pouvaient retarder les suivis, comment les voisins préféraient détourner le regard plutôt que d'admettre que quelque chose n'allait pas. Et si ces crimes peuvent sembler uniques, les failles dont elle a profité sont partout. Pour beaucoup, la leçon à retenir est la vigilance. La sécurité ne se résume pas à des serrures ou à des alarmes, c'est aussi une question de conscience. Il faut oser parler. Il faut poser les questions qui dérangent, même si les réponses risquent de briser l'illusion d'un monde parfait. Pour le système judiciaire, c'était un appel à l'action. Les lois sur les licences étaient obsolètes. La surveillance était insuffisante. Les enquêtes sur les établissements de soins ont multiplié dans tout le pays. Des cas similaires ont été signalés dans d'autres États, ce qui a donné lieu à des audits et à des révisions législatives. Mais l'impact le plus durable a peut-être été d'ordre personnel. Les gens ont réévalué les soins prodigués à leurs parents âgés. Les églises ont commencé à former des bénévoles pour identifier les signes de maltraitance des personnes âgées. Les réseaux sociaux ont été inondés de témoignages personnels, de personnes avouant qu'elles aussi avaient remarqué quelque chose d'anormal, mais qu'elles ne savaient pas quoi faire. Et puis il y avait ceux qui ne pouvaient s'empêcher de se demander combien d'Hélène y a-t-il encore, combien de anges se cachent à la vue de tous. Cette affaire est devenue une parabole sinistre, enseignée dans les cours de justice pénale, citée dans les débats politiques, évoquée dans les sermons et les articles de réflexion. Elle est devenue le symbole de la façon dont la bonté peut être feinte et dont la croyance, lorsqu'elle n'est pas remise en question, peut devenir dangereuse. Au final, Helen Guthrie n'a pas seulement enterré des corps, elle a enterré le réconfort de la certitude. Et de ces tombes a germé une vérité dérangeante. La confiance est sacrée, et lorsqu'elle est brisée, elle résonne bien au-delà d'une clôture de jardin. Après la fin du procès et le départ des caméras, l'histoire d'Helen Guthrie n'a pas disparu, elle a évolué. Son héritage, sombre et obsédant, a continué à se répercuter sur des vies et des lois longtemps après que les lumières de la salle d'audience se soient éteintes. La maison du 47 Willow Creek Street, autrefois symbole de chaleur et d'accueil, est restée vide pendant des mois. La ville a finalement saisi la propriété et l'a vendue à un promoteur local qui l'a démolie. À sa place, un jardin commémoratif a été planté, non pas par la ville, mais par les familles des victimes. Chaque année, à la date anniversaire du verdict, ils s'y réunissent, ils allument des bougies, ils lisent les noms à haute voix, pas de médias, pas de discours, juste le silence, le souvenir et la résilience.
Helen, elle-même, est décédée en prison 2 ans après sa condamnation. La cause, des complications liées à une pneumonie. Elle est morte seule, sans visiteur, sans cérémonie. Son corps a été incinéré aux frais de l'État. Personne n'a réclamé ses cendres. Personne ne les voulait. Le groupe The Forgotten 15 a poursuivi son combat. Ce qui avait commencé comme un deuil s'est transformé en une action organisée. Laura Carmichael et Cynthia Morales ont cofondé une association à but non lucratif visant à protéger les personnes âgées contre les abus financiers et émotionnels. Leur ligne d'assistance téléphonique a reçu des centaines d'appels au cours de sa première année. Leur lobbying a abouti à la création de 2 nouveaux programmes fédéraux de surveillance. Leur mission, faire en sorte que personne comme Helen Guthrie ne passe à nouveau entre les mailles du filet. Le détective Marcus Ellison a reçu une mention élogieuse de son département, mais il n'est jamais retourné aux enquêtes criminelles. Il a été muté à la sensibilisation communautaire, où il met son expérience à profit pour former les nouveaux agents à reconnaître les schémas comportementaux des prédateurs non violents, ceux qui tuent non pas avec leur sang, mais avec leur pouvoir. La série de Samantha Price, Beneath the Garden, a été adaptée en documentaire. Elle a été présentée en avant-première lors d'un festival du film à la Nouvelle-Orléans et a remporté plusieurs prix de journalisme d'investigation. Samantha, désormais célèbre dans le monde du journalisme d'investigation, a utilisé sa notoriété pour raconter des histoires qui ne font pas toujours la une des journaux, les tragédies silencieuses, les victimes invisibles. Quant à Lafayette, la ville a appris à vivre avec l'ombre laissée par Helen. Les églises ont mis en place des procédures de sélection plus strictes pour les bénévoles. Les groupes de surveillance de quartier se sont associés aux services sociaux. Les écoles ont organisé des conférences sur l'empathie et la responsabilité. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. Une femme avait causé beaucoup de souffrance, mais c'est la communauté qui a décidé comment l'histoire se terminerait. Pas dans la peur, pas dans le déni, mais dans la responsabilité et dans le souvenir, car certaines histoires refusent de rester enfouies. Et parfois, les mettre au jour n'est pas seulement une question de justice, c'est aussi une forme de guérison. Maintenant que vous connaissez la vérité sur Helen Guthrie et les vies qu'elle a volées sous le couvert de la gentillesse, nous voulons connaître votre opinion. Que pensez-vous qu'il s'est réellement passé derrière ces portes closes? Était-ce le mal à l'état pur, ou le résultat d'un système qui a permis à ce mal de prospérer sans contrôle? Pensez-vous que justice a été rendue? Ou cette histoire vous laisse-t-elle plus de questions que de réponses? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Dites-nous quel moment vous a le plus choqué. La découverte du registre? Le dernier acte de courage d'Hélène? La fausse urne remplie de sable? Et si, comme nous, vous pensez que des histoires comme celle-ci doivent être racontées, non seulement pour que justice soit faite, mais aussi pour que l'on s'en souvienne, prenez un moment pour partager cette vidéo avec un ami, un frère ou une sœur, quelqu'un qui travaille dans le secteur des soins. Quelqu'un qui a peut-être besoin de se rappeler que le mal ne frappe pas toujours à la porte, mais qu'il est souvent déjà là, souriant, vous demandant comment vous prenez votre thé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Nous vous proposons des histoires vraies qui vont au-delà des apparences, des histoires qui méritent d'être connues. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. La semaine prochaine, nous vous présenterons une autre affaire où les apparences étaient trompeuses et dont la fin pourrait bien vous hanter. Restez curieux, restez vigilants. Et n'oubliez pas, certains jardins font pousser des fleurs, d'autres cachent des secrets. Dans lequel entreriez-vous?